Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est content de vous retrouver comme tous les vendredis soirs à partir de 21h35. Sur le plateau reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Tigui Elebe Motinguia. Il est administrateur gérant de l'agence Elmo Production et il est également opérateur culturel. Avec lui, nous allons parler justement du concours des plumes conscientes. Il est là pour nous au moins pendant 60 minutes de bonheur. Monsieur Elebe, bonsoir. Bonsoir. Très content de vous accueillir chez nous. Notre question banale de tous les vendredis, de toute façon vous la connaissez aussi, c'est de savoir quand même d'où est venu Monsieur Elebe. D'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'honneur que vous me faites de participer à cette émission, qui est une émission que je suis particulièrement à cause de sa qualité, de sa subtilité, mais aussi à cause du grand talent de son présentateur. Merci. Alors, Elebe Motinguia Tigui vient d'une famille, est né d'un père et d'une mère, de feu Elebe Maekonzo, et de Madame Agbeti Epiphanie, paix à son âme, tous deux décédés. Je suis né d'une très grande famille de 15 enfants au total. Voilà, j'ai eu un parcours un peu comme tous les enfants. J'ai été à l'école primaire, j'ai fait mes études secondaires et des humanités au collège Boboto, puis au collège Notre-Dame. Après, j'ai entamé des études de droit à l'université protestante au Congo, où j'ai par ailleurs décroché mon diplôme de licence. Donc juriste de formation, mais à côté de ça, comme vous l'avez dit, opérateur culturel, passionné, amoureux de la littérature et des belles lettres. Mais très jeune, vous pensiez faire quoi plus tard? Oh, je pensais être président de la République. Oh. Ça va vous faire rire, mais je disais toujours à ma mère que je serais président de la République. Mais le jour où j'ai déchanté, c'est lorsqu'il y a eu la mort du président, je pense, Samora Machel. Ce jour-là, j'ai déchanté. Et j'ai dit non, plus jamais. Parce que dans mon regard d'enfant, je ne voulais pas mourir dans un crash d'avion, je pense, à l'époque, ou alors dans les fonctions, ou alors dans un coup d'État simplement. Voilà, c'est ce jour-là que j'ai pratiquement déchanté. Je me suis dit non, plus jamais cette fonction. Mais à l'époque, je rêvais d'être président de la République. Président de la République. Président de la République. Président de la République. C'est la seule chose qui me venait à l'esprit. C'était peut-être parce que je trouvais que cette fonction était entourée d'un certain nombre de prestiges et d'honneurs, mais peut-être aussi que dans mon regard d'enfant, il y avait déjà cette vocation à pouvoir servir la nation, à pouvoir servir les autres. Peut-être pas la nation, parce que ce serait trop dire pour un petit enfant, mais ce besoin de partage, de s'inscrire dans une certaine communauté où l'on pourrait, tant qu'à faire, apporter le bien-être à d'autres personnes. Je reviens finalement à la question que j'ai failli poser tout au début de l'émission. C'est vrai, vous êtes juriste de formation, et là, vous vous retrouvez en tant qu'opérateur culturel, et très précisément dans tout ce qui est littérature. Comment ça se fait ? Alors moi au départ, donc c'est un concours de circonstances parce que je termine les études et donc j'ai pas directement la chance de trouver un emploi rémunérateur, ce qui fait que les premiers mois ou si vous voulez les premières années après que j'ai décroché mon diplôme d'État, je me suis un peu recherché dans la recherche de l'emploi, mais ça m'a permis justement de pouvoir beaucoup réfléchir. Et je suis parti d'un constat, parce que ça me laissait beaucoup de temps, notamment pour suivre les programmes télévisés, et j'avais l'impression que dans la plupart des chaînes, si pas la quasi-totalité, il y avait très peu d'espace qui était réservé pour les programmes à caractère, bon, déjà culturel, mais à caractère strictement littéraire. Et moi, ça me révoltait parce que, voilà, je me disais qu'il fallait bien que les auteurs, les écrivains, que tous les passionnés de la littérature, finalement, aient un cadre non seulement d'expression, mais un cadre où ils puissent justement entrer en contact ou, si vous voulez, être en prise avec justement ce domaine-là de la culture et de la littérature. Et donc, c'est parti un peu comme ça,
par la mise sur pied à la suite de ce constat d'un programme télévisé. Et donc je m'improviserai parce que je n'ai pas fait le journalisme. Même si à y réfléchir, des fois je me dis j'ai peut-être raté une vocation, toute modestie gardée. Mais je me suis improvisé comme ça d'abord parce que mon combat, je pensais qu'il devait être axé sur la promotion de la littérature et je pensais que le meilleur canal par lequel cette littérature pouvait être promue, c'était justement la télévision. Et donc j'ai mis sur pied comme ça un programme que j'ai intitulé Les Plumes Conscientes, de l'intitulé justement du concours dont nous allons parler tout à l'heure, et donc qui était censé comme ça donner un espace aux écrivains, aux amoureux des belles lettres, mais voilà, tout écrivain entendu dans le sens pas seulement de ceux qui ont fait acte de publication, mais aussi de ceux qui écrivent seuls dans leur chambre, qui ont parfois leurs manuscrits dans leur tiroir, mais qui n'ont pas le courage de pouvoir s'exposer aux autres. Et donc, ça part de cette émission. Et puis finalement, ça se développe en moi un besoin de pouvoir agir, mais alors en profondeur dans le domaine de la culture. Et c'est comme ça que voilà, je commence à initier un certain nombre d'activités, dont à ce jour le plus important est justement ce concours littéraire. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la culture et spécialement de la littérature. Et je pense personnellement y travailler beaucoup parce que notre littérature a besoin d'être révalorisée. Elle a besoin d'être davantage connue de la part surtout de nos jeunes gens qui aujourd'hui ont beaucoup de lacunes sur les questions de la littérature, mais précisément de la littérature congolaise. Avant même que nous parlions de ce concours littéraire Les Plumes Conscientes, j'aimerais que vous nous expliquiez un tout petit peu. C'est vrai, vous vous occupez aussi, tant soit peu, de la promotion de la littérature, ici même à Kinshasa d'abord. Est-ce que les gens, finalement, ont compris l'importance du livre, de la lecture? L'idéal serait que les gens comprennent de plus en plus. Alors aujourd'hui, s'il faut répondre à cette question... D'après les statistiques, parce que vous avez commencé quand même il y a longtemps. Alors, c'est un tableau assez mitigé. C'est positif quand même. Par rapport à l'action que je mène, je dois d'emblée dire que j'éprouve une certaine satisfaction. Parce que l'appréhension ou l'image générale qu'on a de la population congolaise, de notre jeunesse, et on le dit souvent, c'est que voilà, c'est une jeunesse qui ne lit pas, qui ne s'intéresse pas à la culture, qui ne s'intéresse pas à la littérature. D'autres sont allés même plus loin en disant que si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mais moi je prends dans le contexte du Congolais, il faut carrément le mettre dans un livre. Il y a un ensemble de stéréotypes comme ça, qui peuvent, dans une certaine mesure, être justifié par le fait que ce n'est pas dans la culture à proprement parler. Et là, si on doit poser les responsabilités, elles peuvent être partagées. Ça peut être la responsabilité de l'État, ça peut être la responsabilité des parents qui doivent inculquer ce goût-là dès la tendre jeunesse aux enfants. Donc les responsabilités sont partagées. Lecture, hein. Oui, sont partagées. Peut-être la société, l'État qui n'a pas mis en place certaines structures qui visent justement à donner ce goût à la jeunesse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un tableau assez mitigé. Mais moi, dans le cadre de ce que je fais, je m'inscris plutôt dans le créneau de l'espoir. Parce que l'organisation des différentes activités, le fait d'entrer au contact des différents jeunes qui vous apportent leurs textes, qui vous appellent pour vous dire que voilà, nous avons un texte, nous voulions que vous puissiez le lire, nous dire ce que vous en pensiez. La qualité des œuvres que nous recevons nous porte à croire que les talents ou alors l'attrait, l'intérêt pour ce secteur-là, indéniablement existe. Ça existe, mais simplement c'est méconnu, c'est pas très promu. Il n'y a pas de cadre fédérateur où les gens qui ont une passion pour ces domaines-là pourraient se réunir, trouver un espace d'échange. Et ça, c'est quand même un drame. Et il faudrait que nous puissions travailler, chacun individuellement, mais aussi de manière collective avec l'apport de l'État, pour que justement, de plus en plus, nous puissions avoir des cadres fédérateurs ou alors des programmes qui permettent justement à tous ces amoureux de pouvoir se retrouver dans ce cadre-là, mais par un effet boule de neige, de pouvoir aussi contaminer d'autres gens. Parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on doit constamment être porté vers la connaissance. Et la connaissance
passe nécessairement par le livre, parce que vous n'ignorez pas que les développements des grandes nations se sont fondés sur des dogmes, des pensées, parfois révolutionnaires, parfois fortes, qui la plupart du temps sont consignées dans des ouvrages, dans les livres. Et donc il faut entrer justement au contact de toutes ces connaissances-là à travers un amour poussé pour la littérature, pour le livre. Donc il y a moyen. Je dis que c'est un tableau qui est tout à fait mitigé, d'une part pour les raisons que j'ai invoquées, qui appellent la responsabilité de chacun, mais d'autre part, l'espoir n'est pas permis. Il faut qu'on arrête avec ces stéréotypes de dire que le Congolais ne lit pas. Non, il lit, ça lui arrive de lire, et même très souvent... Est-ce que vous avez des preuves, parce que vous êtes vraiment dedans, est-ce que vous avez des preuves que le Congolais lit comme il faut? Comme il faut, ce serait peut-être trop dire. Mais ce serait trop dire aussi de dire... Il lit quand même. Ce serait trop dire aussi que d'avancer l'hypothèse selon laquelle le Congolais ne lit pas. Ça voudrait dire que même pour rédiger un questionnaire, même pour préparer une émission, il faut forcément lire. Alors maintenant, moi, mon problème, se situe au niveau de l'habitude. OK ? Parce que quand vous avez l'occasion de voyager, vous vous rendez compte que les gens arrivent à lire même dans un tram, même dans le métro, même dans un bus. J'ai fait un reportage la dernière fois où j'étais à Bruxelles, où le bus était bien bondé de monde, mais il y avait une femme qui était debout et qui ne s'empêchait pas pour autant de lire son bouquin. À la fois, ça semblait ridicule. Je me disais, mais est-ce qu'elle ne peut pas attendre d'arriver calmement à la maison, tranquillement, pour ouvrir son bouquin? Je présume que l'histoire qu'elle lisait était peut-être passionnante. Mais en même temps, ça procède d'une culture que nous n'avons pas forcément, pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons, des structures qui ne suivent pas. Il faut que ce soit légué de génération. Il faut que les parents apprennent, lèguent cette envie, ce goût-là à leurs enfants. Et tout ça, ça procède d'une politique qui doit être soutenue. Du point de vue. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de tomber sur ces ouvrages. Encore une fois, je peux vous en citer. Encore une fois, mon propos n'est pas de dire que personne n'écrit. Il y a son excellence, par exemple, Jean-Pierre Moutamba, l'ambassadeur, qui a écrit un ouvrage, Le Défi. Mon propos ici n'est pas de dire que... Alors on peut en trouver comme ça, il y en a tout plein. Mon propos n'est pas de dire qu'il n'écrive pas. Qui écrit aussi. Mon propos est de dire qu'il n'écrive pas. Didier Moumengi qui écrit. Encore que la plupart du temps, on ne va peut-être pas s'inscrire dans ce débat-là. D'accord. Encore que, voilà, bon, maintenant, les gens sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. C'est vrai que les gens écrivent. Non, je dis les gens sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, mais... Bon, si ça s'inscrit généralement la plupart du temps dans une sorte de propagande pour pouvoir recevoir certaines faveurs, et donc la plupart du temps on est dans des écrits politiques, bon, c'est une autre question. Mais je dis, le nombre des personnes qui écrivent et le nombre de personnes qui devraient écrire est, ma foi, insuffisant. Il faut qu'il y ait plus de personnes et il faut que justement le troisième objectif repose sur un des principes majeurs de la francophonie, qui est la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Et ici, nous avons voulu mettre en avant-plan une question qui semble être ignorée. Promotion de la diversité culturelle et linguistique, on oublie souvent que notre pays, avant d'avoir une littérature d'expression française, a d'abord une littérature d'expression locale. Ça veut dire une littérature écrite dans nos langues nationales. On méconnaît souvent que cette littérature d'expression locale est même antérieure à la littérature d'expression française, simplement parce qu'elle a été introduite par les missionnaires catholiques et protestants qui, dans leur mission civilisatrice, avaient besoin des canaux pour pouvoir justement faire passer leurs idées. Et donc, ils étaient obligés à ce moment-là de fonder leur littérature, en tout cas les écrits de leurs enseignements, sur les langues locales. Et c'est à ce moment-là que naît la littérature congolaise d'expression locale. Francophonie, justement... Mais pourquoi on ne les voit plus? Mais justement parce qu'il faut une politique. Vous pensez qu'on peut, je ne sais pas, écrire par exemple un poème en langue locale, en kikongo? C'est possible de le faire. Lingala? Je suis tombé sur un bouquin. Je vais vous surprendre certainement. Je vais lire. En fait, c'est une chanson que nous connaissons tous, une chanson de Lutumba Simaro et Balé Azaïr. Lutumba Simaro, qu'on appelle à juste titre le poète, parce qu'il l'est. Parce qu'il l'est.
regardez, une manière justement de s'inscrire dans le cadre de ce combat de la francophonie et de la promotion de la diversité culturelle. Le Toumba compose une chanson qu'il intitule Ebalé Azaïr, que nous connaissons tous.